les années 80 et 90, films et dessins animés faisaient fréquemment l'objet d'adaptations en jeux vidéo. Malheureusement, le résultat était bien souvent médiocre, voire tout simplement catastrophique. Quelques studios sont toutefois parvenus à créer des jeux inoubliables. C'est le cas de Virgin Interactive, avec ses adaptations des licences Disney. Ce Retro & Magic revient sur quelques-unes de leurs plus grandes réussites. L'histoire de Virgin Interactive est intimement liée à celle de David Perry. Né à Lisburn en Irlande du Nord, cet autodidacte démontre très tôt un don pour la programmation. En 1987, alors qu'il travaille chez Probe Software, il fait la connaissance de Nick Bruti, un jeune artiste écossais. C'est la naissance d'un duo redoutable qui se fera connaître avec d'excellentes conversions de jeux consoles sur PC, dont Savage, Overlord ou même les Tortues Ninja. En 1991, ils sont embauchés par Virgin Games et s'envolent pour les États-Unis. David Perry réalisera des titres comme Global Gladiators ou Cool Spot, dont on a déjà parlé dans Retro & Magic. À l'automne 1992, Virgin Games obtient les droits pour adapter le Livre de la Jungle en jeu vidéo. David Perry et Nick Bruti se voient confier ce projet et commencent donc à réfléchir à la manière de traduire les aventures de Mowgli sous forme vidéoludique. Mais en cours de production, un événement oblige l'équipe à modifier ses plans. Sega, appâté par le succès d'Aladdin au box-office, négocie avec Disney afin de produire un jeu tiré du film sur Mega Drive. L'éditeur japonais va ensuite proposer à Virgin Games de réaliser cette adaptation, et c'est évidemment David Perry et Nick Bruti qui se retrouvent en charge du projet. À l'échelle du jeu vidéo de 1992, Aladdin a tout d'une super production. Mais le temps étant compté, le duo doit recycler le travail déjà effectué pour le Livre de la Jungle et l'adapter pour coller à l'univers d'Aladdin. Pour David Perry, c'est le début d'un véritable marathon. À partir du 22 avril 1993 et pendant 4 mois, le jeune homme passe ses journées à coder, sans jamais quitter son ordinateur. Grâce au travail minutieux des artistes de Disney, qui participent à la création de l'univers visuel du jeu, le programmeur parvient à reproduire avec une grande fidélité les attitudes d'Aladdin. Lessivé mais heureux, Perry présente le jeu lors du CES de l'été 1993 et reçoit les louanges des journalistes présents sur place. Avec ses 1500 animations, le jeu surpasse tout ce qui se fait alors. Bien que son arrivée soit tardive par rapport au film d'animation, Aladdin s'écoule à 4 millions d'exemplaires à travers le monde à sa sortie en novembre 1993. Au-delà de sa qualité graphique, Aladdin est un jeu de plateforme très abouti. Fidèle au long métrage, le titre met en scène des personnages hauts en couleur et propose des séquences très variées. L'aventure débute dans les rues d'Agrabah avant de se poursuivre dans différents lieux tirés du film comme le désert, le palais du sultan ou la caverne des merveilles où repose la lampe magique. Aladdin demande de bons réflexes et certains passages s'avèrent particulièrement ardus, notamment l'évasion de la caverne des merveilles, un des niveaux les plus mémorables du jeu. Juché sur le tapis volant, le joueur doit échapper à la lave et éviter les innombrables pièges de la grotte. Heureusement, chaque transition de niveau est l'occasion de participer à un mini-jeu de hasard permettant de récupérer quelques pommes, des gemmes ou des vies supplémentaires. Magnifiquement réalisé, Aladdin est également plein d'humour. Les facéties du génie prêtent souvent à sourire et David Perry a disséminé tout au long du jeu bon nombre de clins d'œil à l'univers Disney. Enfin, impossible de ne pas mentionner les superbes musiques de Tommy Tallarico qui reprennent les plus beaux thèmes du film. Le jeu fera par ailleurs l'objet de portages en dehors des machines de Sega, sur Amiga et PC par exemple, mais aussi sur NES et Game Boy. Il faut d'ailleurs noter la qualité de ces versions 8 bits qui n'ont pas été bâclées. Avec ce jeu, les joueurs, tout comme ses créateurs, auront vécu un vrai rêve bleu. Après quelques semaines de repos, David Perry se remet au travail sur le Livre de la Jungle, dont le développement avait été interrompu de longs mois auparavant. Comme pour Aladdin, le programmeur obtient l'aide des dessinateurs de Disney, tandis que le jeu est développé principalement pour la Mega Drive, la machine de prédilection de Perry. Dans le Livre de la Jungle, le joueur campe le frêle Mowgli qui décide de partir à la découverte du monde, muni de bananes, de pierres ou encore de boomerangs, voire même de son pagne qui peut lui servir de parachute. Le gameplay, bien que très classique, reste efficace. On retrouve tous les personnages du long métrage et l'humour est omniprésent. Les ingrédients sont donc réunis pour passer un bon moment. Mais malgré la qualité de sa réalisation, le Livre de la Jungle est moins abouti qu'Aladdin, et il semble évident qu'une certaine lassitude a gagné ses créateurs.
De fait, alors qu'ils réalisent le portage de leur jeu sur Super Nintendo, David Perry et Nick Brutti ont l'opportunité de créer leur propre studio. Pendant des années, les deux compères ont dû se limiter à des jeux à licence et aspirent à plus de liberté créative. Le duo quitte donc Virgin Games pour fonder Shiny Entertainment. Ainsi s'explique la différence de finition entre les versions Mega Drive et Super Nintendo du Livre de la Jungle. Bien qu'agréable, cette dernière version souffre de la comparaison avec son homologue sorti sur la console de Sega. De nombreuses animations en arrière-plan sont absentes et les mouvements sont plus hachés. Privé de ces deux talents, Virgin Games se retrouve dans une posture délicate car le studio a déjà signé pour réaliser l'adaptation du prochain long-métrage de Disney. Ce long-métrage, c'est bien sûr Le Roi Lion. Et pour sortir de l'impasse, les dirigeants de Virgin vont avoir l'idée de contacter Westwood Studios, à l'origine de la saga des Command & Conquer. Louis Castle, le responsable du studio, refuse dans un premier temps car son emploi du temps est surchargé. Martin Halper, le PDG de Virgin, lui propose alors de visionner un court extrait du nouveau film. Ému par ce qu'il découvre, Castle change d'avis et accepte de réaliser le jeu. Mais l'équipe de Westwood doit rapidement faire face à un autre problème. En raison du secret entourant la production du film, le développement peine à démarrer, faute d'informations concrètes partagées par Disney. Westwood va alors imaginer une solution surprenante. Accompagné par le designer principal et 2 programmeurs, Louis Castle s'envole pour la Floride et s'installe durant 1 mois dans les villas Treehouse, qui font partie du complexe hôtelier du parc à thème Walt Disney World. En effet, l'un des studios d'animation participant au film se trouvait à l'époque au sein même du parc. En agissant de la sorte, les développeurs ont pu prendre connaissance de détails importants sur le long-métrage et ont pu consulter de nombreux documents préparatoires. Le processus de validation se montre particulièrement lourd à gérer puisque chaque élément du jeu transite entre la Floride, le siège de Disney à Burbank, et Westwood à Las Vegas, sous forme de fax, de courrier manuscrit ou même de disquettes. En contrepartie, l'équipe peut compter sur le talent des dessinateurs officiels du film qui réaliseront près de 2000 animations pour le jeu. Le Roi Lion fera forte impression à sa sortie en décembre 1994. Le jeu parvient à capturer l'essence du long-métrage en reproduisant les séquences marquantes du film. Découpé en 2 parties, le titre propose tout d'abord de revivre l'enfance de Simba, avant que celui-ci ne devienne un lion adulte et parte reconquérir son trône. Comme pour Aladdin et le Livre de la Jungle, le Roi Lion ne révolutionne pas le jeu de plateforme, mais ses personnages font toute son originalité. Comme il ne s'agit pas d'humains mais de félins, le gameplay s'appuie sur une palette de mouvements propres au genre animal. Simba peut ainsi donner des coups de griffe, émettre un rugissement ou encore projeter un adversaire. Les décors variés font voyager le joueur de la terre des lions au cimetière des éléphants, en passant par la jungle luxuriante de Timon et Pumba. L'une des séquences les plus mémorables du jeu, la ruée des gnous, a demandé un travail considérable. Disney Software voulait une caméra plongeante, mais Westwood parviendra à les convaincre d'adopter une caméra de poursuite. Si sur Super Nintendo ce passage exploite le mode 7 propre à cette console, faire en sorte de pouvoir le proposer également sur Mega Drive a été un véritable défi technique. Le Roi Lion est un jeu difficile, mais n'en reste pas moins très bon. Proposant une réalisation splendide, il a permis à Virgin Games de maintenir la qualité de ses productions malgré le départ de David Perry et Nick Brutti. Avec Aladdin, le Livre de la Jungle ou le Roi Lion, Virgin Games a su démontrer que jeu à licence n'est pas forcément synonyme de médiocrité. Mais il faut aussi souligner que Disney, par le biais de Jeffrey Katzenberg, son président de l'époque, était très proche des studios de jeux vidéo. Sans cette relation entre développeurs et animateurs, ces titres n'auraient pas pu exister, et les souvenirs des joueurs ne seraient probablement pas aussi doux.